Bonjour, Jessé Souza. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès de vous accueillir ici. Alors, très brièvement, je vais vous présenter. Vous me corrigerez si je fais des erreurs. Donc, la première indication, c'est que vous êtes brésilien, universitaire brésilien, mais avec une formation ouverte sur le monde, en Allemagne, au Brésil bien sûr, puis en Allemagne, à Heidelberg et à New York, avec un cœur central qui est la sociologie, mais aussi la philosophie. Alors je ne sais pas très bien comment vous-même vous vous qualifiez, si vous êtes un sociologue ou un philosophe ou un psychanalyste. Et je crois que vous avez également étudié la psychanalyse. Et donc je vous demanderai si vous êtes d'accord avec cette présentation. Et nous allons ensuite parler, bien entendu, du Brésil et aussi, dans des situations comme celle que vit le Brésil, de l'engagement ou du non-engagement des intellectuels dans la vie politique. Donc la première question, est-ce que vous avez une remarque sur le bref curriculum que j'ai fait de votre profil? Oui. Bonjour, Jean-Jacques. Oui. Je suis très heureux d'être ici tu as bien remarqué, je suis un sociologue avec beaucoup d'influence de la philosophie parce que j'ai vécu beaucoup de temps en Allemagne et la sociologie allemande est déjà beaucoup philosophique et théorétique. C'était très important pour moi, hein, ça, aussi pour réfléchir, hein, indépendamment. Hein, c'est très important d'avoir une base théorique solide. Hein. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé empiriquement, hein, avec l'influence de Pierre Bourdieu. D'accord. On pensait que c'était, qui est encore très important pour moi, hein, parce que Bourdieu, c'est très sophistiqué. Hein, il a compris comment on peut vraiment tester empiriquement des idées qui sont sophistiquées, hein, mais qui on peut aussi tester empiriquement avec des gens, hein, ordinaires. Hein. J'ai étudié les classes sociales au Brésil, hein, avec les méthodes que Pierre Bourdieu a utilisées en France. Hein. Et ça m'a aidé beaucoup, hein, de comprendre, hein, les classes sociales au Brésil parce que des enquêtes que Bourdieu a faites, ce ne sont pas des enquêtes normales, ordinaires qu'on voit dans les journaux, qui sont enquêtes superficielles. Hein, ils n'ont pas vraiment ne pas vraiment transmettre, hein, ce qui des gens, la souffrance, hein, et des maladies sociales qui des gens peuvent exprimer si on utilise ce type de procédement plus sophistiqué que Pierre Bourdieu a développé. Hein. Donc on va passer à cette approche que vous avez fabriquée à partir de Bourdieu sur le Brésil, Oui. qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de publications. J'en ai apporté simplement deux ici, mais je voudrais surtout signaler celui-ci, La élite do atraso, ou l'élite rétrograde. On essaiera d'en parler un petit peu plus profondément ensuite, qui a été curieusement pour un livre de cette portée, un succès de librairie au Brésil. C'est pas un roman policier, c'est une étude qui parle du présent, de l'esclavage au scandale du lavageote ou à Bolsonaro dans la réédition,
Et donc je voudrais partir peut-être à l'envers. Le Brésil souffre de beaucoup de crises. Oui. La dernière est la crise sanitaire. Donc on va partir de la crise du coronavirus. Le Brésil a la particularité d'être le deuxième pays dans le monde le plus affecté par cette pandémie. Comment peut-on expliquer cette réalité? Quelle est votre clé d'explication? Oui. Dans ces livres-là, les livres de retard, j'ai essayé d'expliquer l'histoire brésilienne, mais aussi la dynamique actuelle de la société brésilienne, en partant du fait que le Brésil est né dans l'esclavage. On a normalement les pensées brésiliens a toujours défendu qu'on a une tradition portugaise qu'on a continué au Brésil. Ça, c'est un mensonge historique aussi parce que des gens sont fabriqués pour les institutions. La transmission culturelle n'est pas faite avec les sens. Quand on peut penser dans la pensée ordinaire, mais les gens, les humains sont fabriqués pour des institutions, la famille, l'école, des choses comme ça. L'esclavage, c'est une espèce d'institution totale pour Brésil. Il a nous donné les types de familles, de la famille de pauvres, les types de justice, les types d'économie, les types de politique qu'on fait. Tout vient de l'esclavage. Mais comme l'esclavage a été sécondarisé, a été caché vraiment, on sait qu'on vient de l'esclavage, mais on n'a pas donné l'importance qui se fait mérite pour l'explication des choses qui se passent au Brésil. Et j'ai essayé avec ces livres-là, qui a vendu plus que des centaines de milliers d'exemplaires, c'est beaucoup pour un livre de politique et qui a beaucoup fait pour changer l'interprétation que les Brésiliens ont de son propre pays. Heureusement, et je pense que ce qui se passe maintenant avec la pandémie, c'est aussi une continuation. Dans quel sens? Dans le sens que la pandémie touche beaucoup les plus pauvres. Ce sont des Noirs et des pauvres qui meurent. Beaucoup, il y a bien sûr quelques gens de la haute classe moyenne et de l'élite qui sont tués aussi par les virus, mais 90% ce sont des Noirs et des pauvres, qui sont laissés sans et assistance, qui n'ont pas reçu aucun soutien de l'État, même si on a payé quelque chose, Bolsonaro a créé des choses bureaucratiques pour difficulté pour faire très difficile de ces gens peut avoir accès sur cette aide. Donc, on a vraiment abandonné et laissé sans vrai soutien d'État, comme
comme on a eu en France, en Allemagne, tous les pays européens, hein, ça ne s'est passé comme ça au Brésil. Hein? Ou en Argentine. Ou en Argentine. On a dans le pouvoir, hein, un fasciste, hein, qui déteste les pauvres, hein, qui est raciste aussi, hein, yeah, et qui pense que si on tue les pauvres et les plus âgés, c'est bien pour l'économie. Hein. Si on explique des choses en une phrase, c'est comme ça. Hein. Oui. Et je pense qu'il est fait de la pandémie. Au Brésil, on peut expliquer ça avec les fascistes. Aussi aux États-Unis, c'est très, très important, hein, parce que c'est les pays les plus touchés pour la pandémie. Il y a aussi un proto-fasciste là, hein, qui a ridicularisé la pandémie, des choses comme ça, n'a pas pris les procédures, hein, rapidement, et des choses comme ça. Et ce sont des conséquences qu'on peut voir maintenant. Donc pour vous, la crise actuelle est le reflet des dysfonctionnements historiques et sociologiques du Brésil, et n'est que le reflet d'autres problèmes dont a hérité le Brésil, et qui curieusement ne sont pas perçus à l'extérieur du Brésil, enfin au Brésil déjà, Oui. mais à l'extérieur du Brésil. J'imagine que vous avez suivi à la télévision française la façon dont on parle des événements du Brésil. Oui. On parle évidemment de l'expansion de la pandémie, etc., mais on parle très peu, ou pas du tout, Oui. de ce racisme social brésilien. Oui. On a même une image, c'est peut-être parce qu'on a cette image du Brésil qui serait une démocratie raciale, Oui. peut-être que vous pourriez en dire un mot, parce que vous avez, Oui. dans cet ouvrage, été très critique avec vos prédécesseurs, Oui. et y compris quelqu'un qui est très honoré en France, comme Gilberto Frey. Mhm. Oui, oui. Oui, oui. Les racismes raciaux, parce qu'il y a d'autres formes de racisme aussi. Il y a des racismes de classe, par exemple, qui c'était le plus important sujet de Pierre Bourdieu, par exemple. Non? Oui. Il a montré comme parce que les racismes de classe, c'est très invisible pour les gens. Non? Parce que les racismes de classe se forment dans la socialisation familière, hein, dans d'un huis clos et des choses comme ça, ce sont invisibles. Non? Mais c'est vraiment dans la famille, par exemple, dans une famille de la classe moyenne, les enfants ont toutes les motivations pour apprendre, pour se concentrer, pour avoir des pensées abstraites, des choses comme ça. On n'est pas né avec cette chose, c'est un privilège. Hein? Et chez nous, un privilège de classe et de la classe moyenne haute, hein, qui fait possible qu'un enfant avec 5 ans peut arriver à l'école, hein, déjà bien réussi, hein, fait pour les succès. Hein, yeah. D'autre part, les enfants de la classe les plus pauvres, hein, qui n'ont pas cette motivation-là, parce que c'est une injustice historique, parce que les pères et les parents aussi, hein, n'ont pas cette chance, hein, ils n'ont pas cette chance à cause d'une action. Donc, au Brésil, on a ce racisme de classe qu'on a partout, hein, d'une manière, hein, c'est pas, et en Europe, il y a aussi un racisme de classe, mais il n'y a pas ce racisme de classe qu'on a au Brésil, où il y a des gens que si la police tue quelqu'un de cette classe, non, il n'y a pas de conséquences. Non? Oui, la police peut tuer
et un pauvre noir au Brésil sans aucune conséquence. C'est un élément intéressant. On a assisté à des mobilisations dans le monde après une bavure ou deux bavures policières aux États-Unis. Oui. Quels sont les chiffres au Brésil? Oui. On n'est plus dans 2, 3, 10, 20, 30. Quelle est la hauteur des chiffres? Ce sont 6 000 personnes, sont tous jeunes noirs, là, qui ont été tués pour la police chaque année. Là. C'est la police la plus violente du monde. Là. Il n'y a pas de conséquences légales pour ça. Il n'y a pas de conséquences légales au Brésil, mais ce qui est assez surprenant, c'est que ça n'a pas d'écho à l'extérieur. On voit aux États-Unis, alors c'est peut-être le fait que c'est la plus grande puissance médiatique du monde, oui. Des bavures aux États-Unis ont un écho dans le monde entier. Oui. 6 000 au Brésil, oui. Pourquoi personne n'en parle? Oui, c'est ça, parce qu'aux États-Unis, on a eu dans les années 60 une très importante résistance des peuples noirs. Il y a une tradition de résistance des peuples noirs aux États-Unis qu'il n'y a pas au Brésil. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a au Brésil, hein, on a détruit toute la résistance populaire de la classe ouvrière, mais aussi de le mouvement noir. Hein? Et on a tué ça avec beaucoup de violence physique. On a tué. Hein? Et quel que soit le régime, hein? Quel que soit le mode de gouvernement, il est pur quand on a un gouvernement conservateur, hein? Mais il continue aussi avec des gouvernements de gauche. Hein? Ça signifie une naturalisation des racismes, des classes et des races qui chez nous sont amalgamées, sont très... parce que la classe la plus pauvre, la classe qui est sous-prolétarienne, sous la classe travailleuse, sous la classe ouvrière, c'est 90% de noirs. Donc il y a vraiment au Brésil comme aux États-Unis une liaison très proche entre classe et race. Il est racialisé. Avec une différence importante, c'est qu'aux États-Unis, les Noirs représentent 13% de la population, et au Brésil, selon les chiffres, un peu plus de 50, entre 50 et 55. Oui. C'est la moitié de la population brésilienne. Si on compte les métis, des choses comme ça, on a 70% des métis et noirs au Brésil, des gens qui sont vraiment blanches dans un critère. Et aux Européens, ce sont des 20% de la classe moyenne haute au Brésil. Donc, on a chez nous vraiment une combinaison, une liaison très proche des classes et races et les racismes de classe et les racismes racial. On est condamné. Cette classe-là est condamnée à ne pas avoir une bonne école, parce que donc la socialisation familiale c'est faible pour ça, mais aussi l'école c'est précaire. Donc d'autres fois la haute classe moyenne aussi achète le temps de son fils pour seulement étudier, et les enfants de la classe plus pauvre avec 10 ans ou 11 ans doivent travailler et étudier dans les situations les plus précaires, et ça signifie que cette classe-là n'a pas avenir, il n'a pas aucune chance de vraiment avoir un avenir.
là, je vais essayer de vous demander de vous projeter dans l'avenir, même si c'est toujours très compliqué, très difficile. Selon vous, comment le Brésil pourrait-il sortir de cette superposition de crises, dont la crise conjoncturelle actuelle qui est sanitaire, de la pandémie, mais qui se superpose à une crise plus profonde, qui est liée à cette nature d'origine esclavagiste du Brésil. Est-ce qu'une sortie de crise est possible, laquelle j'imagine qu'elle passe par le futur du président actuel, Bolsonaro. Comment vous voyez-vous les prochains mois au Brésil? Je pense qu'il y a toujours une chance de sortir de la crise. Je pense que la chose la plus importante, c'est mobiliser le peuple. Non? C'est-à-dire, il faut... Une parenthèse. Oui. Dans l'électorat de Bolsonaro, il a une part importante d'électorat populaire. Oui. Ah oui, ok. Parce qu'on a... Ce qu'on a fait, ce que Bolsonaro signifie, c'est vraiment la division de la classe populaire qui a été unie en soutien le président Lula. La classe ouvrière et les plus pauvres ont soutenu les partis des travailleurs dans tout le temps. Il y a, et donc là, ce que l'élite brésilienne a eu besoin, c'était d'un homme qui pouvait diviser la classe populaire. Et comment s'est fait cette division? En utilisant de cette criminalisation, de cette guerre contre les crimes. C'est la même chose qu'on a fait aux États-Unis, qui c'était une espèce de racisme caché. D'accord. Comment? Parce qu'on crée artificiellement un criminel, un jeune homme noir qui a un peu de marijuana dans les poches, c'est le criminel. Si le noir, il est jeté dans une prison pour 10 ans. Ça, des choses comme ça, on a tous les jours chez nous. Il n'est pas les financiers qui, avec les taux d'intérêt 11 fois de la française, par exemple, sans aucune raison rationnelle, qui veulent toute la société. Oui. Et ça, c'est pas un criminel. Ça, c'est un génial financier qui en a et à la une de tous les magasins. Mais les criminels, c'était cette petite douleur. C'est une création artificielle, bien sûr. Et il y en a donc cette opposition entre les pauvres honnêtes et les pauvres délinquants et criminels. Et Bolsonaro, donc, a utilisé ça, cette division, pour diviser une classe populaire qui a été unie. Est-ce qu'il n'a pas utilisé également la religion? Et la religion n'a pas été utilisée? Oui, c'est ça. Cet amalgame de la religion et de la politique au Brésil, c'était possible parce que la religion évangéliste pour les pauvres a utilisé la même chose. Donc, on a utilisé cet homme de bien, homme de vertu, c'était pas l'homme alcoolisé, drogalisé, des choses comme ça, pour donner à cette personne-là une distinction sociale artificielle. Voilà, la parenthèse est fermée, donc on revient à la question antérieure. Oui. Et donc, je pense que c'est racisme caché. Pourquoi? Parce que pour toutes les gens au Brésil, on sait que quand on chasse les criminels, on tue les jeunes noirs. D'accord. Oui.
C'est intuitif. C'est pas. Donc la chasse au crime signifie vraiment qu'on peut tuer librement toutes les jeunes, toute la jeunesse noire. Donc ces racismes, les affects pour ça, c'est les racismes aussi. Et les racismes, c'est vraiment l'âme de la société brésilienne. Comment vous projetez-vous le Brésil dans les prochains mois? Pour revenir à la question précédente, comment voyez-vous la sortie de crise s'il y en a une? Ah oui. Donc, je pense qu'il a, pour une vraie révolution au Brésil, il faut redonner à les pauvres l'intelligence des choses qui s'est passé. Mais dans cet avenir très proche que tu parles, je pense que le plus important, c'est savoir que maintenant, la gauche au Brésil, c'est très faible et très divisé. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une guerre entre l'extrême droite de Bolsonaro, la milice qui ce sont des policiers qui sont corrupts. C'est les vrais soutiens de Bolsonaro, un peu des gens. La police militaire. La police militaire. Il faut expliquer aux Français. Il faut expliquer. C'est une police militaire qu'on retrouve dans tous les États de la Fédération. C'est ça. Ce sont aujourd'hui un demi-million de gens armés qui soutiennent Bolsonaro. Et aussi les rentiers. Ce sont des rentiers, c'est la fraction de l'élite la plus puissante, parce qu'ils veulent toute la société. Bolsonaro a donné l'argent pour les banques. Ce sont une quantité incroyable. Oui. Et donc c'était cette liaison avec les pauvres évangélistes qui s'y croient honnêtes. La milice, une partie des militaires, une partie de l'armée, et la fraction rentiste, qui est la plus puissante. Ça, c'est le soutien de l'extrême droite et de Bolsonaro. Les agro-exportateurs, comment vous les placez? Ah oui, ils sont aussi très conservateurs, mais il faut savoir que maintenant, des intérêts économiques sont formés pour des financiers, parce que derrière l'action des banques, on peut voir les agriculteurs, les industriels, les commerciaux. Mais aussi, il y a un autre racisme chez nous. Ce n'est pas ce racisme entre les pauvres, mais c'était le racisme de la haute classe moyenne et de l'élite contre le peuple, qui c'était le faux moralisme de combattre la corruption. Parce que si on voit l'histoire du Brésil, cet moralisme arrive seulement quand on a un gouvernement de gauche qui veut un peu réduire la abyssale inégalité brésilienne et permettre les pauvres et les noirs d'avoir des pays arriver à l'université, des pays gagner un peu mieux, et des choses comme ça. C'est seulement dans ces cas-là que la presse de l'élite scandalise artificiellement ou pas, mais presque toujours artificiellement, des cas de corruption pour moraliser les racismes. Parce que c'est des intérêts de la classe moyenne haute
hein, de préserver des inégalités éducationnelles. Et quelque part, votre argument pose le problème de l'impartialité de la justice, puisque c'est la justice qui est l'instrument de cette lutte contre la corruption. Oui. Et quelque part, vous suggérez qu'il y a une complicité Oui, bien sûr. des juges ou d'une partie des juges. Bien sûr, oui, ça est bien sûr. Mais, comme la vie est compliquée, maintenant, c'est qu'on a vraiment une guerre entre l'extrême droite bolsonariste et la droite de la classe moyenne haute conservateur, hein, qui a des soutiens des pouvoirs judiciaires maintenant. Hein. Voilà. Ça explique pourquoi on a maintenant une combattre dès les pouvoirs judiciaires quand même, hein, contre Bolsonaro. Hein. Parce que pour les pouvoirs judiciaires, comme pour la globaux, si on a une dictature, on n'a pas de pouvoir encore. Hein. Oui. Et donc, c'est qu'on a maintenant, c'est une guerre entre les droites et l'extrême droite chez nous. Hein. Et j'espère que la droite peut gagner cette guerre. Hein. Donc l'issue que vous prévoyez, qui serait la plus raisonnable, ça serait que la droite classique arrive à s'imposer sur l'extrême droite. Oui. Donc qui serait la priorité pour la gauche, la carte à jouer, mais qui quelque part revient à dire que la gauche n'existe pas. Oui, ça c'est très, peut-être, je pense que maintenant, la gauche est très divisée, hein, et très faible, parce qu'on on fait guerre entre eux, hein, et donc on ne peut pas participer vraiment de cette guerre politique qu'on a au Brésil maintenant. Hein. Mais je crois que ce qu'on a vraiment maintenant, ce sont des gouverneurs qui sont dans la majorité des partis de la droite conservateur, mais pas fasciste. Hein. Et les gouvernements plus hauts fédéraux, hein, de toute la fédération, représentés par Bolsonaro, hein, au pouvoir, hein, qui fait cette combat. Hein. Et un dernier point avant de conclure provisoirement, vous n'avez pas du tout parlé de l'armée, qui traditionnellement au Brésil joue un rôle politique important et qui occupe actuellement des positions de pouvoir importantes. Un tiers des ministres, des militaires dans des postes clés dans toute l'administration publique, un vice-président qui est un général qui parle et qui souvent parle pour contredire le président. Est-ce que l'armée d'abord est unie et quel est le rôle qu'elle se voit dans la perspective de cette sortie de crise qui serait favorable à la droite civilisée? Je pense que l'armée est très divisée maintenant. Hein? Il y a des généraux, de la réserve, mais aussi qui sont actifs, qui partagent des liens très importants dans les gouvernements. Hein. Ce sont des généraux qui, on peut dire qu'ils sont achetés par Bolsonaro. Hein. Ils sont plus que 3000 dans les gouvernements, à la direction de ce gouvernement, mais on peut voir
maintenant qu'il y a une partie de l'armée aussi, très importante, qui voit que ça, c'était une aventure très dangereuse pour l'armée entière, parce que on peut voir les dangers d'un mélange de l'armée et de la milice criminelle. Et je pense que jour par jour, on peut voir qu'il y a une partie de l'armée qui ne veut pas faire partie de ce mélange. Parce que ça, c'était vraiment le fond de l'armée. Donc, c'est une situation très difficile pour l'armée qui a eu un soutien populaire très, très haut en enfant, mais maintenant, le peuple ne soutient pas. Oui, et donc, on peut voir que c'était peut-être la pire chose que l'armée a fait dans toute l'histoire, quand on a lié, quand on a laissé cette liaison avec le bolsonarisme. Une dernière question, comment interprétez-vous les positions que prend le général Mourant, qui sont très souvent des positions qui corrigent ce que dit le président sur beaucoup de sujets? Oui. Mourant, c'est une figure très compliquée parce que c'est difficile de voir. C'est un homme très conservateur, peut-être pas fasciste, mais très conservateur. C'est un homme pas très intelligent, mais il pense qu'il est, il pense qu'il sait toutes les choses, donc il parle beaucoup sur des choses qu'il ne sait rien, des choses comme ça. Je pense qu'il a été parce que Bolsonaro, qui a été un capitaine, il a été expulsé de l'armée. Il a essayé de coopter, d'acheter des gens pour ce projet-là. Et Mourant a été un des premiers généraux qui... mais je pense que la sortie de cette crise la plus possible, c'est la cassation de toutes les deux, Bolsonaro et Mourão, à cause des fake news. Parce que ça, c'est bien prouvé. Des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles. Fausses informations. Ah oui, des fausses nouvelles. À cause de fausses nouvelles qu'on a utilisées dans la campagne présidentielle de 2018. Oui, il y a des poursuites judiciaires sur cette question et qui mettent en cause l'entourage de Bolsonaro. Oui. Et c'est une chose que tout le monde au Brésil connaît, et on a fait déjà, et on a connaît, et on a vu qu'on a eu beaucoup de fausses nouvelles dans la campagne, illégales, et des choses comme ça. On n'a fait rien dans cette occasion-là, mais maintenant, quand le pouvoir judiciaire, c'est voir qui son propre est avenu, se mettre en danger, on a pris toute cette information-là qu'on a sur les cas de la fausse nouvelle, et on peut utiliser ça jusqu'au but de cette année pour annuler les élections de
18. Hein. Je pense que c'est la sortie le plus probable. Hein. Et c'est la plus importante et la plus optimiste aussi. Hein. Bien, oui. Merci, Jessé Souza. On va arrêter provisoirement. Je pense qu'on pourra reprendre les événements du Brésil en septembre, en octobre, avec plaisir, pour refaire un point et voir si le scénario optimiste finit par se concrétiser. Et merci encore. Merci à vous.